Entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, le divorce est plus que consommé aujourd'hui à la veille de 2023. Les deux frères se regardent désormais comme des adversaires pour les élections qui vont suivre. Nous en parlons dans ce numéro d'invité avec Junior Koudoura qui est communicateur de l'UDPS. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher et merci de me recevoir une nouvelle fois pour parler et décortiquer l'actualité ensemble. Alors d'entrée de jeu, on aimerait quand même savoir le poids qu'avait Moïse Katumbi au sein de l'Union Sacrée. À l'époque, on a dit que c'est lui qui avait quasiment crédibilisé la machine. Est-ce que son départ ne vous met pas un tout petit peu en difficulté ? En difficulté, non. C'est quelque chose que nous voyons venir depuis un certain temps. Une déclaration a été faite par la personne concernée elle-même. Nous prenons acte de cette déclaration. Il y aura nécessairement une recomposition politique à venir dans les prochains jours, mais nous restons concentrés sur l'objectif qui est de proposer aux Congolais un avenir meilleur avec un bilan concret à la clé du mandat. Alors parlons justement de ce bilan et parlons de cette déclaration que vous évoquez. C'était sur des chaînes internationales, RFI et France 24. Moïse Katumbi dit que Félix Tshisekedi n'a pas satisfait les Congolais, que son bilan est justement négatif. Que répondez-vous à cela ? Oui, j'ai suivi comme vous cette intervention interviewée par France 24 et RFI. J'ai suivi comme vous la partie de l'élément où il dit que le bilan est médiocre au niveau de l'armée parce que nos forces armées sont démotivées. Moi, j'aimerais répondre à cela pour le compte du parti par deux éléments. D'abord, dans la forme, je trouve quand même assez étrange et assez décevant qu'un leader politique qui a quand même 5 ministres au sein du gouvernement actuel, plus de 70 députés, aillent sur des médias étrangers occidentaux qui soutiennent le M23, le Rwanda et qui sont peut-être même les promoteurs de ce qu'ils font à l'est du pays, aillent sur des plateaux donc étrangers, commenter, critiquer nos forces armées en disant qu'elles sont démotivées. Sur la forme, c'est un problème parce que, vous l'avez vu, au niveau national, il y a un engouement autour des forces armées, autour de l'unité nationale qui doit se faire autour de nos forces armées. C'est le cas au niveau de la société civile, de l'Église qui ont marché, c'est le cas au niveau des artistes qui ont fustigé cette guerre à l'est du pays sur les chaînes locales et sur les chaînes étrangères. Et en tant que leader politique, il ne pouvait pas faire ça sur un média étranger qui, de surcroît, est complice du Rwanda dans la guerre à l'est. Dans le fond, il dit que les forces congolaises sont démotivées, mais c'est faux. Si nous tenons depuis 20 ans aujourd'hui au Congo, c'est uniquement par la motivation et le courage de nos forces armées. Et c'est qu'il a dit, uniquement Félix par la force Tshisekedi, de le courage de nos forces armées. Félix Tshisekedi l'avait également dit lui-même, d'une manière ou d'une autre, à la diaspora congolaise également, qu'il n'a pas trouvé une armée structurée, une armée infiltrée et une armée du tout pas motivée. Mais justement, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, le président de la République, est le premier à avoir promulgué... Il l'a dit en tant que président. Et le premier à avoir promulgué la loi sur la programmation militaire. C'est les prémices qui permettront à nos députés de mettre dans la loi budgétaire le crédit, donc le budget nécessaire alloué au financement de l'armée à différents domaines, sécuritaires, social, etc. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a eu un constat à faire, qu'effectivement l'armée n'était pas en mesure de faire le meilleur de produire le meilleur d'elle-même. Il a donc mis en place, il a donc promulgué la loi sur la programmation militaire. Ça n'a jamais été fait depuis que la RDC existe. Imaginez-vous que nous sommes en guerre depuis 20 ans. Avant que le chef de l'État ne promulgue la loi sur la programmation militaire, jamais au Congo, nous n'avions eu une loi qui aurait permis de mettre en place dans le budget de l'État une rubrique destinée au financement de l'armée. Ceci est un premier pas. Deuxième chose, je parle au niveau toujours par rapport à l'interview du président d'Ensemble. Je rappelle quand même au passage qu'Ensemble, c'est 70 députés, c'est 5 ministres. Au niveau de la production, législative, il fustige le chef de l'État en disant que très peu a été fait pour l'armée. Mais qu'ont fait les députés Ensemble dans cette législature pour l'armée? Au niveau de la production législative, au niveau de la production de lois, de textes de loi, de propositions de loi, c'est zéro. Qu'ont fait les membres du gouvernement issus d'Ensemble dans ce gouvernement
pour les conditions des forces armées au niveau du gouvernement. Aucune proposition de loi au niveau des députés, aucun projet de loi au niveau des ministres ensemble au sein du gouvernement. C'est zéro. Il oublie qu'en tant que chef de parti, il peut initier au niveau de ses députés des réformes qui peuvent aider l'armée. Il oublie que c'est également le cas au niveau du gouvernement, il ne l'a jamais fait. Le seul boss, c'est Félix Tshisekedi. Il a dit, les ministres qui sont venus dans le gouvernement, certains sous le ticket Ensemble pour la République ont traversé. Il y en a, ils ont créé des partis politiques et il y en a qui s'expriment plus jamais au nom d'Ensemble. Ils servent le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde sous la vision du président de la République et plus Moïse Katumbi qui est resté en dehors. Non, ils servent. L'article 110 de la Constitution dit que tout sénateur et tout député qui démissionne de son parti est réputé renoncer à son siège. Jusqu'à preuve du contraire, aucun n'a renoncé à son siège. Donc jusqu'à preuve du contraire, tenant compte de la Constitution, ces députés sont tous d'ensemble. Il y en a quand même qui l'ont désavoué la semaine dernière. Mais vous pouvez désavouer à travers une déclaration. Oui. Mais une déclaration politique ne vaut pas et n'est pas supra-constitutionnelle. Elle n'est pas supérieure à une constitution. Et ce désavouement-là, il pose une question de conviction. Il pose une question fondamentale. Et nous, au niveau du DPS, nous comprenons que l'enjeu réel de ces élections, c'est même pas la présidentielle. C'est les élections législatives, afin de donner au chef de l'État une majorité concrète. Vous pouvez être le meilleur des présidents. Vous ne pourrez jamais mettre en place votre politique si vous n'avez pas une majorité loyale. Non pas loyale à la personne, mais loyale à des idéaux, à un cahier de charge, à un programme. Et donc, la manière avec laquelle les députés, ensemble, changent de camp du jour au lendemain, effectivement, nous prenons acte de leur confirmation de continuité dans la majorité Union Sacrée, mais ça pose aussi une question de conviction politique de nos députés, de notre classe politique. Voilà pourquoi, justement, je chute. Je comprends le message du chef de l'État, un message à l'enrôlement massif des jeunes et de toutes les populations, un message à la candidature massive des jeunes pour renouveler la classe politique. Parce qu'effectivement, oui, vous le dites, certains députés ensemble ont confirmé leur participation et leur maintien à l'Union Sacrée, mais ça pose un problème de conviction et de légitimité dans le futur. Aujourd'hui, ils restent dans l'Union Sacrée. Qui ne vous dit pas que demain, ce seront les mêmes qui, pour d'autres leaders politiques, quitteront aussi du jour au lendemain le chef de l'État actuel en fonction RDC. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure cette nouvelle formule utilisée par le président de la République pour rendre notre armée plus forte et donc mettre hors d'état de nuire les M23 ou tout autre groupe armé. Mais bien avant cela, il y avait également une autre méthode, une innovation qu'on n'avait pas encore connue dans le pays, c'était l'état des sièges. L'état des sièges que Moïse Katumbi a également critiqué sur ce plateau de télévision. Il dit qu'il a été pas du tout productif, on va le dire comme ça. Voilà, il a dit que, comme vous dites, que l'état de siège était improductif et qu'il posait des problèmes par rapport à la transparence des élections futures à venir. Il a également dit qu'il avait écrit au chef de l'État pour demander... il a également dit que selon lui, s'il avait été au pouvoir, l'état de siège aurait été beaucoup plus bref et aurait produit plus de résultats. Je rappelle quand même que l'état de siège qu'il critique est prolongé maintes et maintes fois par les députés nationaux majoritaires, dont font partie 70 députés ensemble. Donc lorsqu'ils fustigent la prolongation multiple de l'état de siège, doit-on comprendre qu'ils fustigent également le travail de ses propres députés, ou bien qu'il n'est pas au courant que ces députés ont prolongé cet état de siège, puisque la Constitution, en son article 188, stipule que l'état de siège, non 144, excusez-moi, stipule que l'état de siège est prolongé sur demande du chef de l'État après autorisation du gouvernement, du Conseil des ministres, par les députés, donc Sénat et Assemblée. Et donc, ce processus de renouvellement inclut les députés ensemble qui votent pour cette prolongation d'état de siège. Donc, en fustigeant l'état de siège, première chose, il fustige non seulement, en pensant fustiger le chef de l'État, il fustige surtout la production législative de ses propres députés. Donc, voilà encore une contradiction notoire qu'on peut constater ici. Dans le fond, maintenant, l'état de siège, je rappelle que l'état de siège, lorsqu'il a commencé en 2021, produisait des effets. Et vous remarquerez que c'est au moment où l'état de siège a été instauré que la résurgence des mouvements et des attaques du M23 et du Rwanda sur l'est du pays a augmenté.
Et donc, c'est pour vous dire que dès lors que l'état de siège est arrivé... Augmenté est devenu ingérable. Parce qu'avant l'état de siège, il n'y avait pas occupation du territoire congolais. Les choses, là, nous étions bel et bien occupés, mais les combats n'étaient pas aussi rudes. Parce que l'état de siège a permis une gestion beaucoup plus rude, beaucoup plus adaptée au contexte de guerre. Dans une situation de guerre, il faut donc une gestion guerrière. Et à ce moment-là, vous avez donc les groupes rebelles qui s'étaient introduits en RDC, qui se sont retrouvés face à une situation où ils se retrouvent face à un gouvernement qui est beaucoup plus adapté à leur rébellion, à leur tentative d'exploitation illégale de nos minerais. Et donc forcément, avec un état de siège et donc un gouvernement beaucoup plus robuste et adapté à la situation de guerre, ça pose problème aux rebelles qui ont donc vu qu'un clash était inévitable. Et donc, il n'y a aucune coïncidence. L'état de siège arrivant, les conflits avec l'M23 et le Rwanda ont augmenté. C'est donc positif parce qu'effectivement, l'état de siège a permis de bousculer l'ennemi et donc de mettre en exergue la complicité rwandaise et le M23 dans ses actions de rébellion à l'est du pays. Alors, on va revenir sur la personne de Moïse Katumbi parce que dans la foulée, il s'est prononcé comme candidat président de la République pour les élections de 2023. Il espère que cela aura vraiment lieu en 2023. Katumbi, candidat président de la République, son profil, est-ce qu'il fait peur à l'UDPS par exemple? Tout candidat répondant aux questions, aux conditions posées par la Constitution et par la CNI est éligible en RDC. L'UDPS, et comme toute autre parti qui se respecte, ne peut craindre aucun candidat. Aucun candidat. Maintenant, dans les questions de fond, j'entends la question sous-jacente à votre question. Est-ce que le profil de Katumbi, est-ce que l'UDPS, nous rentrons dans les débats de Congolais d'origine ou pas? La réponse, elle est simple, elle est logique. Aujourd'hui, on entend ce débat-là que vous évoquez justement, un débat autrefois rejeté par Félix Tshisekedi, aussi candidat. On peut relire encore ces tweets qui sont disponibles sur Internet. Mais le chef de l'État. Il soutenait Moïse Katumbi, il dénonçait une politique d'exclusion. On voulait mettre Moïse Katumbi de côté. C'est encore disponible. Non, les images sont disponibles, il n'y a pas de souci. Le chef de l'État et nous, au niveau de la majorité, nous ne sommes pas, et de l'UDPS, nous ne sommes pas dans une posture raciste, ni d'exclusion. Il n'en reste pas moins qu'il y a une constitution qui existe en RDC. Depuis 2006. À l'époque, le chef de l'État... Depuis 2006 et pas depuis 2000. À l'époque, le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, n'était pas encore président. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, cette même constitution qui nous régit jusqu'aujourd'hui stipule, article 72 de la Constitution, que pour être candidat président, il faut être congolais d'origine. Ça, c'est la Constitution qui le dit, de notre pays, que le chef de l'État n'a jamais touché. Elle dit, article 72, qu'il faut être congolais d'origine. Congolais d'origine, ça suppose dont l'ethnie était présente en RDC en 1960. Qu'il a appris aujourd'hui, qu'il ne savait pas à l'époque. C'est la constitution de notre pays, qui ne dépend pas de Félix Tshisekedi, qui dit que pour être candidat, il faut être congolais d'origine. Ça ne dépend pas de quel Félix Tshisekedi, l'actuel ou du Félix Tshisekedi? Ça dépend d'aucun président. Parce qu'il le soutenait. Ça dépend. Il le soutenait. Mais on peut soutenir quelqu'un dans ses actions politiques s'il estime. Il y a des postes stratégiques, régaliens de l'État, qui nécessitent d'être congolais d'origine, et d'autres qui nécessitent d'être congolais simplement. L'article 72, en l'occurrence pour le président du Sénat, le président de l'Assemblée et pour le président de la République, il est stipulé dans la Constitution, notamment l'article 72, être congolais d'origine. Ça, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui l'impose, c'est notre Constitution. C'est qui un congolais d'origine? Le congolais d'origine est le congolais, selon la Constitution, pas mon interprétation, mais la Constitution que j'ai lue, congolais d'origine est celui dont l'ethnie était présente en RDC lors de la Constitution lors de la Constitution des frontières de la RDC. Jusqu'à preuve du contraire, Moïse Katumbi a assumé avoir des origines juives. Je ne pense pas qu'il y ait des ethnies juives en RDC lors de la Constitution de notre pays. Sa mère, elle est congolaise? Non, je dis ethnie juive de Congolais d'origine. Donc, c'est clair. Deuxièmement, sur la question de fond, même si la Constitution règle la question et que ce n'est pas un débat qui a été initié par le chef de l'État, sur la question de fond, pour des raisons géopolitiques, des raisons géostratégiques, il est important et primordial, avec tout ce que nous vivons depuis 20 ans de guerre à l'Est, que la question de l'origine de nos dirigeants ne soit plus un tabou. Il est important et inconcevable en France qu'on ne sache pas, par exemple, quelles sont les origines du président. Dans un contexte où le pays a 9 pays limitrophes, nous sommes le pays qui est le plus entouré
par des pays limitrophes. Nous sommes le pays qui est le plus envié par ces pays limitrophes. Mais il est absolument fondamental que la question de celui qui nous dirige face à ces pays qui sans cesse lorgnent nos richesses ne soit plus une question tabou en RDC. Là, on est en train de pouvoir donc recourir à la méthode de Noël Tchiani que le président de la République avait rejetée il y a encore quelques mois à peine. Noël Tchiani, moi, je ne suis pas son communicateur, je communique pour l'UDPS et la majorité présidentielle. Mais c'est pratiquement le même message. Noël Tchiani s'est reposé, je suppose, sur la Constitution, article 72, je répète, qui n'a jamais été modifié par le chef de l'État actuel, parce qu'on parle de Constitution, loi électorale sur mesure. Je rappelle que la Constitution, elle date de 2006. Et le chef de l'État, Tshisekedi, n'a jamais touché à cette constitution-là. Il faut simplement lire les textes. Si aujourd'hui, l'État décide d'être beaucoup plus rigoureux sur le respect des textes légaux, on ne peut pas lui en vouloir, puisque nous tous, nous réclamons un État de droit. Donc il faut être conséquent. Ou bien nous réclamons un État de droit et nous sommes conséquents avec les conséquences que cela implique, ou bien nous réclamons un État de droit selon nos besoins, selon nos ambitions. Mais est-ce que ça change justement de personne? Parce que telle personne, je l'apprécie, telle personne, je ne l'apprécie pas. Aujourd'hui, je défends avec la même constitution et demain, j'interprète d'une autre manière parce que la personne est désormais en face de moi. D'abord, il appartient à la CENI de définir qui sera candidat ou pas, qui sera exclu ou pas. Il n'appartient pas au chef de l'État de le dire. Quand bien même Moïse Katumbi serait exclu des élections, cela n'incomberait pas au chef de l'État, mais à la CENI. C'est la CENI qui valide les candidats. Donc le chef de l'État n'a rien à voir avec cette question-là. Techniquement parlant, légalement parlant, il est impossible de dire aujourd'hui que si l'un ou l'autre est exclu, c'est le chef de l'État. Parce que les candidatures sont validées par la CENI et non par le chef de l'État. Deuxième chose, la Constitution est claire. C'est un jeu démocratique, il faut l'accepter. Il faut, quand on s'y engage, savoir si oui ou non nous sommes éligibles. Et troisième chose, je répète, dans le contexte d'agression du Congo, dans le contexte des 18 ans passés, dans le contexte de 20 ans de guerre que nous connaissons, il est fondamental que nous commencions par le sacro-saint, c'est-à-dire savoir qui nous dirige. Et la question des origines ne peut pas être un tabou lorsque vos origines sont claires. Ça ne peut pas être un tabou. Et on ne peut pas jouer le jeu des pays ennemis qui veulent nous infiltrer en rendant tabou des questions qui sont évidentes. Dans des pays normaux, civilisés, démocratiques, il est absolument vital de déterminer d'où viennent nos dirigeants. Dans un contexte où le pays est sans cesse menacé, sans cesse infiltré. C'est absolument vital. Ça, c'est une parenthèse. Mais c'est l'opinion que nous défendons, raison pour laquelle nous ne sommes pas du tout inquiets de cette question-là, parce que de un, elle concerne par le chef de l'État, puisque c'est une question électorale, et de deux, c'est la CENI qui décide. Alors, vous n'êtes pas inquiet, c'est ce que vous êtes en train de me dire, mais est-ce qu'il va vous manquer? C'était la deuxième partie de la question. Visiblement, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Moïse Katumbi, ensemble pour la République, c'est quand même 70 députés, c'est-à-dire 2-3 fois plus que l'UDPS. Oui, mais c'est un parti qui est plein de contradictions. Et le leadership de ce parti est plein de contradictions. Vous ne pouvez pas à la fois dire que l'armée manque de moyens, alors que vous avez 70 députés qui auraient pu faire une proposition de loi. Vous ne pouvez pas à la fois dire que l'état de siège est un problème, alors que ce sont vos propres députés, les 70, qui votent pour la prolongation de l'état de siège. Visiblement, il ne manquera pas à ses propres députés, puisque beaucoup ont quitté le navire, mais ce n'est pas parce qu'ils quittent le navire que nous sommes contents de cela. Nous sommes vigilants, nous constatons qu'effectivement certains ont quitté le navire, mais aussi ça pose un problème de classe politique. Il faut une nouvelle classe politique pour accompagner le chef de l'État de manière constante, durable. Et éviter que, comme au début du mandat, nous ayons une crise de fidélité par rapport à un projet, selon une appartenance à un autre FCC Cash, et que nous finissions un mandat sur une autre crise avec des députés ensemble qui voudraient, par-ci, par-là, faire la transhumance politique. Il faut éviter la transhumance politique et donc donner au chef de l'État une nouvelle majorité. Justement, avec qui quand on voit avec qui Félix Tshisekedi a commencé son mandat et avec qui il est en train de terminer, il y a eu beaucoup de changements. Joseph Kabila est parti définitivement. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est parti définitivement, malgré qu'il avait tendu les mains à tout le monde. Martin Fayulu ne l'avait jamais rejoint. Est-ce que d'ici la fin de son mandat, cette liste va se rallonger? On aura un Jean-Pierre Bemba, un Vital Kamerhe, ces gens-là, nous avons une population de 90 millions d'habitants qui constate et qui regarde la politique, qui la suit. 3-4 personnes qui partent, quand bien même ce sont des leaders politiques, si des députés ne sont pas d'accord avec eux, je suppose que les adhérents des partis aussi, certains ne sont pas d'accord avec eux. Deuxième chose, la population elle est vigilante. Nous voulions tous un changement de classe politique. Voici donc l'occasion de le faire. Avec les nouvelles élections, je l'ai dit, les enjeux, ce n'est pas la présidentielle. Les enjeux, pour le chef de l'État, les vrais enjeux de ces élections-là, c'est la majorité. De manière à ne plus être dans des supputations politiques et des pertes de temps entre Imaginez-vous,
Ça fait 4 ans que le pays est enclin à des guerres, à des combats massifs à l'est du pays. 4 ans après, Moïse Katumbi, qui a été silencieux 4 ans durant, qui connaît bien la question de l'est du pays, qui connaît bien la question des mining du pays, il s'exprime une seule fois juste pour dire qu'il est candidat et que sa société minière est en difficulté face à un procès qu'elle a au niveau du Katanga. Donc cela démontre bien de la nécessité absolue de renouvellement de la classe politique et c'est un risque que le chef de l'État prend. Si vous n'êtes pas dans la ligne des choses par rapport à l'idéopolitique, eh bien, on cherche de nouveaux partenaires. Merci beaucoup Junior Koudoura. Peut-être un dernier message du côté de l'UDPS, la dernière position en ce moment. En tout cas, en tant que citoyen, j'appelle à un enrôlement massif des populations, que ce soit celles qui soutiennent le chef de l'État ou celles qui ne le soutiennent pas. L'essentiel, c'est d'exercer son devoir civique, parce que vous aurez beau éviter la politique vous rattrapera un jour ou l'autre. Elle est partout dans ce que nous faisons dans la vie courante. Elle nous concerne à tous les niveaux, elle nous concerne tous. Enrôlez-vous. Votez, votez, votez. Le moment venu, bien sûr. Ce n'est pas une campagne politique pour l'instant, une campagne électorale pour l'instant, mais enrôlez-vous. C'est strictement interdit. C'est interdit et je respecte les règles. Junior Koudoura pour je vous en prie. cette belle interview que vous nous accordez ce soir. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Je vous en prie, c'est un plaisir et à très bientôt. À tous et à toutes également, merci d'avoir suivi Télé 50. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans.